Nous sommes le 11 novembre 1918. Les cloches des églises sonnent dans tous les villages de France. Elles annoncent une grande nouvelle. Après 4 ans d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts, l'armistice vient d'être signé. Autrement dit, les hostilités sont suspendues. On arrête les combats, le temps de se mettre d'accord sur les conditions de la paix. C'est l'Allemagne qui a demandé cette trêve quelques jours plus tôt. Il faut dire que l'ennemi est en très mauvaise posture. Les Allemands ont enchaîné les défaites militaires et leurs principaux alliés, l'Autriche, l'Empire ottoman et la Bulgarie, ont déjà capitulé. L'Allemagne envoie alors des émissaires pour négocier l'arrêt des combats. Ce sont des diplomates. 4 véhicules prennent la route dans la nuit du 7 au 8 novembre. À 5h30 du matin, ils arrivent à destination. Rendez-vous leur a été donné en forêt de Compiègne, près de l'ancienne gare de Rotonde. Le maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées, a choisi ce lieu pour signer l'armistice. C'est un endroit très isolé et loin des journalistes. Il ne faut que 3 jours aux diplomates allemands, français et britanniques pour se mettre d'accord. Ils signent l'armistice à 5h15 du matin à bord d'un ancien wagon-restaurant. Celui-ci a été transformé en voiture salon-bureau pour l'occasion. Il sera nommé peu après le wagon de l'armistice. Sur le front, les combats ne cesseront qu'à 11h, le temps que l'information parvienne aux soldats. En France, c'est la liesse. Car cet armistice est un premier pas vers la fin d'une guerre comme on n'en avait jamais vu. La première guerre mondiale de l'histoire. Une guerre totale qui a mobilisé toute la population, les hommes au combat et les femmes au travail pour faire tourner l'économie. Pourtant, en ce 11 novembre 1918, tout le monde n'a pas le cœur à la fête. Certains se demandent même s'il ne s'agit pas d'un piège. En effet, l'armistice n'a été signé que pour 33 jours. De nombreux Français se demandent si les Allemands ne cherchent pas à profiter d'une pause pour mieux relancer les hostilités. Mais les doutes sont vite levés. L'armistice est reconduit une première fois le 13 décembre 1918, puis le 16 janvier 1919 et enfin le 16 février. La prochaine étape sera la signature du traité de paix, le fameux traité de Versailles. Chaque année, le 11 novembre, lors d'une cérémonie très solennelle, le président de la République française vient se recueillir sous l'Arc de Triomphe et dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Mais qui est ce soldat anonyme le plus célèbre de France ? David Chemla, notre détective de l'histoire, nous raconte l'histoire méconnue de ce soldat inconnu. Tout commence le 26 novembre 1916. Alors que la terrible bataille de Verdun fait rage, Francis Simon, l'un des responsables d'une association qui rend hommage aux soldats morts pour la France, soumet une idée. Pourquoi ne pas choisir au hasard un poilu mort au combat pour en faire le symbole de tous ceux tués pendant la Première Guerre mondiale? L'idée fait son chemin, mais il faudra attendre la fin de la guerre pour qu'elle se concrétise. En septembre 1919, une proposition de loi est adoptée au Parlement. Mais où le soldat inconnu sera-t-il inhumé? Simon proposait le Panthéon. Mais les militaires ne sont pas hyper fans car le Panthéon est plutôt réservé aux intellectuels et aux grands hommes politiques, pas aux soldats. On choisit finalement un autre monument emblématique de la capitale, l'Arc de Triomphe. Construit à partir de 1806 à la demande de Napoléon Ier pour rendre hommage aux armées de la Révolution française et de l'Empire, il symbolise davantage le sacrifice des soldats français. Bon, récapitulons, Jamy. Le projet a été voté et le lieu a été tranché. Mais on en aurait presque oublié le plus important. Qui sera ce soldat censé représenter tous les autres? Comment choisir parmi les 1 300 000 morts pour la France? On décide alors d'exhumer dans chacune des 8 régions françaises où se sont déroulés les combats les restes de 8 poilus qui n'ont pas pu être identifiés. Le 8 novembre 1920, ils sont placés dans 8 cercueils à la citadelle de Verdun, un lieu ô combien symbolique. C'est à un jeune soldat de 21 ans qu'incombe la lourde tâche de choisir le fameux cercueil. Auguste Thym. Pupille de la Nation, engagé volontaire et blessé en 1918, il a le profil idéal. Mais comment a-t-il fait son choix? Voici ce qu'il raconte. Il me vint une pensée simple. J'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. 3 jours plus tard, le 11 novembre 1920, le 6e cercueil est placé ici, sous l'Arc de Triomphe. Merci David. 3 ans plus tard, le 11 novembre 1923,
Une flamme est allumée pour la première fois sur la tombe du soldat inconnu. Depuis, elle ne s'est jamais éteinte, même sous l'occupation. L'armistice est un premier pas vers la paix. Reste l'ultime étape qui mettra fin à la Première Guerre mondiale, le traité de paix. Il sera signé au château de Versailles le 28 juin 1919. L'idée d'organiser cet événement ici ne doit rien au hasard. Pour les Français, il s'agit de prendre une revanche. C'est dans ce lieu, 48 ans plus tôt, que l'Empire allemand a été proclamé après la défaite de Napoléon III face aux Prussiens. Une guerre qui avait coûté à la France la perte de l'Alsace et de la Lorraine. 2 mois avant la signature du traité, en avril 1919, de grands travaux sont mis en œuvre pour rendre au château tout son éclat. Il faut dire qu'il est mal en point. Une grande partie du personnel a été envoyée au front et n'était pas là pour s'en occuper. La priorité, c'est donc de redonner des couleurs à la galerie des glaces. En effet, c'est dans ce gigantesque espace, la galerie fait 73 mètres de long, que la signature doit avoir lieu. Le jour venu, 27 délégations représentant 32 États se bousculent à l'intérieur. Ça fait du monde. Diplomates, journalistes et chefs de gouvernement venus du monde entier ont peine à se frayer un chemin. Parmi eux, Woodrow Wilson, le président des États-Unis, David Lloyd George, Premier ministre britannique, et bien sûr, Georges Clemenceau, qui ouvre la séance au nom de la France et des Alliés. Le traité, qui a été préalablement négocié entre les vainqueurs, fait 430 pages. Il est signé sur un bureau dressé au centre, sous un tableau emblématique de Louis XIV. La séance ne dure que 50 minutes. L'Allemagne en sort amputée de 13% de son territoire. Et ce n'est pas tout. Elle perd toutes ses colonies. Le Cameroun, le Togo, la Namibie, la Tanzanie, qui passent sous contrôle français ou britannique. Les Alliés exigent aussi de l'ancien adversaire qu'il livre ou qu'il détruise l'ensemble de son matériel militaire. Enfin, l'Allemagne se voit contrainte de payer aux vainqueurs une énorme indemnité, 132 milliards de marques or, l'équivalent, tenez-vous bien, de 600 milliards d'euros actuels. Le pays est à genoux. Les Allemands considèrent le traité de Versailles comme un diktat. Certains historiens y voient même le terreau de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est une autre histoire. Vous avez déjà dû l'entendre. À partir de la guerre 14-18, les Allemands ont été surnommés les Boches, les Fritz, les Schleux, et j'en passe. Mais d'où viennent tous ces noms d'oiseaux qu'on donnait à nos ennemis d'alors? Lorraine Malka, notre reine des mots, a enquêté et elle a tranché. Les Boches, les Schleux, les Fritz, les pics-choucroutes, les rôteurs de bière. Tu peux le dire, Jamy, les surnoms péjoratifs pour désigner les Allemands prolifèrent dans les tranchées. On commence par le plus connu, les Boches. Au départ, Boche vient de l'argot caboche, qui veut dire tête. On l'utilise au XIXe siècle dans l'expression tête de caboche, une façon de dire d'une personne qu'elle est têtue ou stupide. À partir du XXe siècle, les Français se mettent à appeler les Allemands Allboches. Et pendant la guerre, Boche apparaît sur toutes les lèvres pour dévaloriser l'ennemi allemand. Dans certains journaux, on parle même de bochonnerie pour dénigrer leurs agissements. Autre surnom sympa apparu dès le début de la guerre de 14, le Fritz, qui a ensuite donné lieu à Fridolin, Frisé et même Frisou. C'est mignon, tu trouves? Pas vraiment. D'après les linguistes, c'est un procédé xénophobe typique qui consiste à réduire un peuple à un seul individu en transformant un prénom courant en ce qu'on appelle un ethnonyme, le surnom de tout un peuple. Fritz vient du prénom Friedrich et Fridolin, dans le même genre, est emprunté au prénom Fridoline, qui, ironie de l'histoire, veut dire paix douce. Plus tard, les poilus déclinent le mot en surnommant les Allemands Frisé et Frisou. Dernier terme sur lequel je veux insister, Jamy, c'est Schleu. Alors là, c'est très intriguant. Au départ, Schleu est le surnom arabe d'une tribu berbère au sud du Maroc. Rien à voir. Alors comment ce mot a-t-il atterri au milieu des querelles allemandes? Certains linguistes disent que dans les années 30, des soldats français qui ont combattu au Maroc importent ce mot pour parler de tous les frontaliers qui ne parlent pas français. Et comme le mot Schleu évoque un peu les sonorités allemandes, on en fait rapidement une injure réservée aux Allemands.
L'affaire est pliée, les Allemands sont rhabillés pour l'hiver et pour toutes les guerres qui suivent. Mais ne t'inquiète pas, ils ont eux aussi des surnoms injurieux pour parler des Français. Comme nous les appelons aussi mangeurs de choucroute et rôteurs de bière, ils se vengent en nous appelant baguette fraisseur, mangeurs de baguettes, ou frotch fraisseur, bouffeurs de grenouilles. C'est de bonne guerre. Moi, les grenouilles, je ne les mange pas. Merci Lorraine. Cette chanson, vous la connaissez peut-être. Elle a été composée juste après la guerre de 1870 par des Français revanchards. On l'a dit tout à l'heure, la France de Napoléon III vient de perdre la guerre contre l'Empire allemand. Une défaite qui coûte à la France un territoire qui correspond au département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et enfin de la Moselle, qui constitue une partie de la Lorraine. À cette époque, plus d'1,5 million de Français deviennent allemands. La perte de ces territoires est vécue comme un traumatisme par les Français. On parlera longtemps des provinces perdues. Mais quand la guerre éclate en 1914, l'espoir de les récupérer renaît. Leur reconquête est même au cœur de la stratégie militaire française. Et lorsque le 8 novembre 1918, les troupes de la République pénètrent dans Strasbourg, c'est un moment historique. Alsaciens et Lorrains perçoivent alors les Français comme des libérateurs. Mais l'euphorie passée, les retrouvailles ne vont pas être aussi simples. Imaginez que durant 47 ans, les habitants de cette région sont devenus de vrais Allemands. Une partie non négligeable est même née allemande. À part quelques mots du quotidien, on parle très peu le français. Les jeunes ont appris l'allemand à l'école et à la maison, ils utilisent des langues germaniques comme l'alsacien ou le lorrain. L'administration, le nom des rues, tout dans l'espace public est en allemand. Face à cette situation inédite, la France met alors en place une politique linguistique radicale. Paris envoie sur place des maîtres d'école français. Ils ont pour mission d'enseigner notre langue aux enfants. De leur côté, les instituteurs locaux sont appelés à faire des stages dans les écoles de l'intérieur du pays pour apprendre à parler français. Enfin, des professeurs francophones vont très vite remplacer les enseignants germanophones au sein des universités. Toutefois, la France va faire des concessions aux Alsaciens et aux Lorrains qui conservent un droit local avec des particularités marquantes. Par exemple, ils échappent à la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Depuis le Concordat de 1801, prêtres, pasteurs et rabbins étaient payés par l'État français. Mais cet accord avait été abrogé par cette fameuse loi de 1905. Sauf qu'à cette époque, l'Alsace et la Moselle sont allemandes. Redevenues françaises, elles vont conserver ce particularisme. Et aujourd'hui encore, les personnes qui sont chargées du culte dans cette région ont un statut proche de celui de la fonction publique et en conséquence sont payées par l'État. Vous l'avez peut-être remarqué, chaque 11 novembre, les bleuets fleurissent sur les boutonnières pour célébrer l'armistice. Portée sur la poitrine, cette fleur rend hommage aux anciens combattants et aux victimes de la guerre. Mais pourquoi avoir choisi le bleuet comme symbole? Lynn Landau nous fait encore une fleur en nous racontant cette bizarrerie. Oui, Jamy, lors de la Première Guerre mondiale, les poilus ont choisi le bleuet comme symbole de leur guerre. Et voici pourquoi. En 1915, les vétérans qui portent une veste bleu horizon et un pantalon rouge Garance voient arriver les nouvelles recrues, tout en bleu. Hé les gars, il paraît que la guerre va durer que quelques semaines. Au même moment, ils remarquent sur la terre retournée des No Man's Land une petite fleur opportuniste qui profite du labourage permanent des obus pour pousser, le bleuet. C'est décidé, les jeunes recrues seront surnommés bleuets, en référence à leur tenue et à cette fleur capable de résister aux assauts de l'envahisseur. Il n'en faut pas plus pour que deux infirmières, Suzanne Lennart et Charlotte Malter, s'emparent de la symbolique du bleuet. Touchées par le sort des blessés dont elles ont la charge, elles veulent leur redonner une place dans la société. Elles organisent des ateliers. Les anciens soldats y fabriquent des bleuets, avec des pétales en tissu et des étamines en papier journal. Ils sont ensuite vendus sur la voie publique. Cela garantit aux blessés un modeste revenu. L'État français fait de cette tradition une institution
Ainsi, la vente de bleuets aura lieu chaque 11 novembre. Mais si les Français sont un peu fleur bleue, les Britanniques, eux, voient rouge. Leur symbole, c'est le coquelicot. Tout comme le bleuet, le coquelicot a poussé sur les champs de bataille grâce à la terre retournée et au calcaire. La fleur a donc très vite été choisie comme porte-bonheur dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Tout comme le bleuet de France, le coquelicot de papier va trouver sa place sur les boutonnières des Britanniques. Si le 11 novembre n'est pas férié outre-Manche, ils célèbrent tout de même ce jour du souvenir. Une traditionnelle minute de silence et des ventes de coquelicots en papier au bénéfice des anciens combattants. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Merci Linlan pour ce bouquet final. Allez, il est temps maintenant de passer aux 3 informations essentielles à retenir sur le 11 novembre 1918. 1. L'armistice ne veut pas dire la paix, mais c'est plutôt le moment où l'on arrête les combats pour définir les conditions de la paix. Le 11 novembre 1918, ce n'est donc pas encore la paix, mais c'est le moment où les combats de la Première Guerre mondiale prennent fin. 2. Le traité de Versailles a été vécu comme une humiliation par l'Allemagne, qui a été contrainte de céder 13% de son territoire aux vainqueurs de la guerre et contrainte de payer une indemnité équivalente à 600 milliards d'euros. 3. Lorsque l'Alsace et la Lorraine ont été réintégrées en 1919, la France a accepté de faire des concessions aux habitants. Ils conserveront un droit local et ne seront pas soumis à certaines lois nationales. Ce sera le cas pour la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, votée en 1905, qui ne s'applique toujours pas dans cette partie de la France.